day I die. Live my life as a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Pay attention, my niggas. See how that shit go? Nigga walk up in this motherfucker. Be like, ping. Collins, thug nigga. Till the day I die. Live my life as a bitches. Cause even getting hot. Every motherfucking body. I got busted souls and police watching a nigga, you know? Live my life as a thug nigga. Till the day I die. Live my life as a boss player. All eyes on me. It's like what they think, I'm walking around with some keys in my pocket or something. All eyes on me. They think I'm going back to jail. They really on that dope. Live my life as a thug nigga. Till the day I die. I know y'all watching. I know y'all got me in the scope. I know y'all know this is thug life, baby. Y'all got me on the surveillance, huh? All eyes on me, but I'm knowing. Allez, on s'installe, on se dépêche, là, il y a toujours des retardataires. C'est incroyable. Il y a un peu de place là-bas au fond. Bien. Attention, ce à quoi vous allez assister ce soir va être diffusé sur YouTube demain matin, à la première heure. Pourquoi pas un live? Parce qu'on se dit, on sait jamais, on n'est jamais assez prudent. Alors, attention, 5, 4, 3, 2, 1, le live de l'événementiel. Bien, bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième live de l'événementiel. Est-ce que l'événementiel est en forme? Franchement, je trouve que c'est pas assez punchy. Est-ce que l'événementiel est en forme? Ouais, est-ce qu'on revient de loin, quand même? Alors, ce soir, derrière ce qu'on va vous présenter, il y a un groupe que je dirige qui s'appelle le groupe République. Le groupe République, c'est un acteur un peu disruptif du monde des salons. On a monté 9 républiques, l'IT, le cyber. Là, dans un mois, il y a la nuit du commerce connecté avec tous les grands patrons retail. On fait le trophée des achats, etc. etc. Et puis, on a 140 événements propriétaires. Et ce sont des événements, on essaye, enfin, qui déchirent un peu. Voilà, donc ça, c'est le DIRCOM du futur. Vous voyez, c'est le gars qui a plein de budget, qui négociera pas les prestations. Alors, République Event, c'est le dernier né de notre groupe République. Eh bien, République Event, ils vont faire plein de choses. Le 13 février, on fait la nuit de l'événementiel au Théâtre Mogador. On attend 1500 personnes avec un jury de ouf. On a aussi les Days de l'événementiel, donc c'est des rendez-vous one-to-one. On emmène 150 donneurs d'ordre à Deauville, au Royal, on refait le monde, parce que c'est un peu notre code ADN. Et puis, on a les lives ce soir, donc c'est des magazines vivants.
souvent ces informations que vous allez trouver ce soir, vous allez les retrouver dans notre média. Et donc on est heureux d'avoir racheté l'événementiel au groupe Havas, qui le détenait depuis 10 ans. Voilà, donc merci à tous pour ce lancement ce soir. Alors derrière l'événementiel, il y a toute une équipe. Je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, elle est rédactrice en chef de l'événementiel, c'est Pascal Basilier. On peut l'applaudir. Il est directeur de la République Events, c'est Pierre-Nicolas Combe. Elle est directrice commerciale de la République Events, c'est Marie Durand. Et puis, elle est chef de projet de la République Events, c'est Faustine Rouleau. Alors, Pascal, je vais te passer la parole. Le média, vous allez le découvrir ce soir, parce qu'il est en ligne ce soir. C'est un média 100% digital. Oui, ça y est, il est en ligne, il a été lancé ce matin. Oui. Voilà, et on est très heureux. Donc on va regarder quelques images rapides. Donc c'est tous les jours, il y aura des infos qui vont circuler. Ça sera regroupé sur un site. On retrouvera aussi des interviews. Des vidéos, de l'actualité, bien sûr, et surtout être un acteur pour accompagner tout l'écosystème de l'événementiel, que ce soit aussi bien les entreprises que les prestataires, que les agences. Voilà. Alors il faut savoir que dans notre modèle économique, les clubs, les lives, les days, l'événementiel, la nuit de l'événementiel, ça fait partie du média. C'est-à-dire que tout ça, c'est 360 degrés. Donc on va retrouver des infos dans des clubs, qu'on va retrouver dans le média, etc. Donc c'est vraiment le projet que nous avons sur République Event et on est très heureux de vous le présenter ce soir. Donc il faut faire événementiel.com, c'est ça ? Événementiel.fr ou sinon république-event.fr. Voilà, donc ça a été fait. Ce soir, on a un super plateau. Et pour animer ce plateau, je vais vous présenter, donc, on les a désignés d'office, nos chroniqueurs. Tout d'abord, on a invité un acheteur. Vous savez, ceux qui négocient les prix dans les grands groupes. Alors lui, il est ancien patron des achats du groupe Heineken, du groupe Danone. Il est à Sodial maintenant, c'est le patron des achats de Sodial. On peut l'applaudir, c'est Yasser Balaoui. Il va faire un petit coucou. Ensuite, on a invité une organisatrice de festival, parce que ça fait partie aussi du monde de l'événement. Donc c'est quelqu'un que Pascal aime beaucoup. C'est une femme audacieuse, une femme engagée, une femme un peu avant-gardiste, j'ai envie de dire, voilà, et très professionnelle, voilà. C'est Marie Sabot de We Love Green. Et puis là, au fond de la salle, non, ils sont pas punis. Mais on va dire, ce sont nos experts événementiels. Alors, tout d'abord, elle dirige une agence d'événements à Toulouse. C'est Nathalie Capdevielle. On peut l'applaudir. À ses côtés, c'est le président de sans doute la plus grande agence d'événements, communication intégrée qui existe. Je l'ai connu en culotte courte il y a quelques années, quand il essayé de s'en sortir il était étudiant. Il a créé Délire, il a créé ensuite Public System. C'est mon ami Frédéric Bedin. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Et puis on a invité aussi, vous savez, pour faire tourner les événements, il faut des tir-prod, il faut des techniciens, il faut des gens de très bon niveau. Aujourd'hui, on a du mal à en trouver. Lui, il représente freelance de l'événementiel.com, c'est Maxime Hernandez. On peut l'applaudir. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va défiler un certain nombre de thématiques qui vont être repris dans le magazine L'événementiel. Donc pour nous, la première chose, l'événementiel, c'est d'abord une histoire de marque. C'est des grandes marques et c'est notre ambition, c'est de faire venir des grandes entreprises dans le monde de l'événementiel. Je trouve qu'ils n'en font pas assez. Donc notre mission, ça va être de les faire venir. On en a invité deux. Donc c'est le patron de Don't Call Me, Jennifer et Célio, c'est Sébastien Bismuth. On peut l'applaudir, il va s'installer sur le plateau.
Et c'est le patron de Carrefour France, c'est Rami Baitier. Alors messieurs, d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous savez que pour vous, pour vos carrières, c'est super casse-gueule de venir chez nous? Est-ce que vous en êtes conscient? Prenez un micro chacun. Rami? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, félicitations pour l'événementiel. Attends, on n'a pas commencé. Hein. Mais en tout cas, c'est bien parti et félicitations. Merci Rami. Sébastien? Je m'attends au pire. Oui, tu as bien raison. Alors, pourquoi on les a choisis, ces deux-là? Parce que le premier, Sébastien, c'est le champion de la com. Donc, je vais vous raconter une petite histoire sur ce qu'il a fait. D'abord, il est né en 1972. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà. Il a démarré par le marketing sportif. C'est vrai? C'est vrai. Et puis, ensuite, il a créé des entreprises d'accessoires dans la mode. Et puis, notamment, tu es devenu DG d'Undies, marque de sous-vêtements très connue. Et alors là, ça a été l'explosion. Parce qu'il a fait des trucs de dingue. 30 000 soutiens-gorge à l'effigie du super-héros Batman, vendus en 2 mois. Comment t'es venu cette idée? C'est un accident, comme beaucoup de bonnes idées. Voilà, et on ne pensait pas qu'une chauve-souris sur un soutien-gorge, c'était pas vraiment quelque chose d'habituel il y a une dizaine d'années. Pouvait cartonner comme ça. Une styliste a fait un dessin, on s'est dit, mais j'ai dit ça ressemble à Batman, on va appeler Warner. On a pris la licence et ça a été un carton et ça a lancé un nouveau style de lingerie avec de la licence hyper colorée, etc. La com, pour que ça marche, il faut qu'elle soit événementielle aujourd'hui? Sinon, alors, Andy, c'est vraiment. Sinon, tu émerges pas. Pour le coup, on a fait un méga gros buzz. Je m'en suis pas remis, j'ai pas dormi pendant des nuits et des nuits parce qu'il nous arrivait une histoire de dingue et suite à une contrainte, un magasin trop petit qu'on pouvait pas exploiter parce qu'on n'a pas de niveau de gamme. Enfin, c'était une problématique. Un magasin de 40 mètres carrés, il y avait un sous-sol de 100 mètres carrés. Et là, l'idée est venue de se dire, mais en fait, on va mettre les produits dans la réserve, on va mettre des tubes pneumatiques. Il y a pas mal dans l'imaginaire des gens, Paddington, Gaston Lagaffe, les tubes pneumatiques qui étaient utilisés à l'époque dans les hyper pour envoyer l'argent. On a relié la réserve au tube, on a mis des écrans et les gens ont commandé leur lingerie sur des écrans comme sur Internet et ont recevait par tube pneumatique leurs produits et ça a été un méga gros carton puisqu'on a fait un chiffre d'affaires complètement dingue dans ce magasin. Rami Baitier, alors lui, est diplômé de l'ESC de Compiègne. Il a démarré sa carrière chez Carrefour en 94. C'est ça? J'ai démarré comme stagiaire école pour faire mon stage de fin d'études. C'était en décembre 94, en effet. Et depuis, tu es toujours resté dans la même enseigne? L'ancienne a su me garder aussi. Alors lui, c'est le champion du marketing opérationnel. Il redresse les situations les pires. Donc on l'a envoyé dans un tas de pays, la Pologne, la Turquie, la Roumanie, Taïwan, l'Argentine, l'Espagne, partout, avec une mission, c'était de redresser l'enseigne Carrefour qui avait des difficultés à se développer dans ces pays-là. Notamment 3 pays en redressement, donc le changement démographique à Taïwan. Donc je suis resté 3 ans. On a réussi à adapter l'offre par rapport aux besoins clients en utilisant effectivement une stratégie de communication adaptée. Puis après, en Argentine, un pays qui perdait énormément d'argent avec 16 000 salariés, donc des emplois à protéger, et un pays hyper inflationniste, une inflation que nous commençons maintenant à connaître de manière sérieuse en France. Mais l'inflation en Argentine, quand j'étais là-bas, c'était 40% chaque année. Donc il fallait être là pour bien gérer cela. Et le dernier pays avant la France, c'était l'Espagne, où effectivement aussi c'était un redressement. Alors, on va commencer avec Sébastien. Célio, on a quelques images qui vont montrer. Donc Célio, c'est une marque en difficulté. Alors Célio, c'est important, c'est 1585 magasins. Je pense qu'il y en a un peu moins maintenant. Oui, en réalité, c'est 350 magasins en France et il y a 700 corners en Inde, il y a de l'Italie, de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, des magasins en Afrique. Enfin, le gros business, on reste quand même une enseigne française. Alors, tu as lancé un concept de communication, c'est être normal. J'aimerais qu'en régie, on envoie les vidéos. Donc, tu n'as pas pris des mannequins top modèle, tu en as pris d'autres? Tu te sens concerné par ce claim? On pourrait tous l'être au-delà de 40 ans. Je sais pas.
Mais ouais, on est parti là-dessus parce qu'on est revenu Regardez. voilà, l'ADN de Ça, c'est les mannequins de Célio. Voilà, il faut savoir qu'un Français sur 2 est en surpoids, Ouais. donc il faut leur parler aussi. Non, en fait, on est revenu à l'ADN de la marque qui est une marque populaire, proche des gens, de proximité, avec des produits de qualité et des bons prix. Et là, il y a eu un slogan il y a une vingtaine d'années que je suis retombé dessus par hasard, c'était « La mode, je m'en fous ». Ouais. Et je trouvais ça vraiment génial parce que beaucoup d'hommes, en fait, on s'en fout de la mode et ça nous prend la tête de nous habiller tous les matins. Et en fait, on est reparti de ça. Et le binormal, c'est la mode, je m'en fous des temps modernes. Ramis, on pourrait voir ça, des pubs Carrefour, ou c'est pas vraiment la strate? C'est une pub qui répond à une certaine catégorie de la clientèle. Donc oui, Oui. je suis positif à partir du moment où ça répond à un besoin de nos clients. Nous, on ne les juge pas, on est là pour les servir. Donc ça, je pense, oui, ça a du sens. Alors, une autre campagne que moi j'ai beaucoup aimée, donc on est dans la communication, mais la communication doit être événementielle hein, pour réussir, c'est les visios en plein Covid. Donc on a aussi récupéré des images. Tu peux nous raconter l'histoire? Oui. Allô, oui. Tu penses, pardon, à Jennifer, là, c'est ça? Non, c'est Célio. Regarde Ah les oui, images. pardon, ça, oui, oui. Ah oui. Ah Il oui, a déjà oui. oublié. Il a Oui, déjà pardon. oublié. Non, ça, donc ça, c'est vrai que, encore une fois, parfois, on cherche le buzz, on briefe des agences, on paye des gros budgets, puis il se passe rien. Ah oui. Et puis, à un moment... Chaque fois qu'on paye des gros budgets, il ne se passe rien avec les agences. Et à un moment, ça c'est une idée de notre directrice de com, de faire le semi-présentable. Et c'est parti juste de cette idée-là. Moi, je me suis posté en caleçon en train de bosser sur mon ordi. D'autres gens de la boîte sont postés. Et puis ça a fait un feu de paille et c'est parti. C'est devenu un méga buzz. Et on s'est retrouvé avec tous nos partenaires, nos magasins, nos vendeuses, tout l'écosystème qu'on pouvait connaître, et c'est donc élargi, qui s'est posté dans toutes les situations imaginables en caleçon, mais des trucs de dingue sur des grues, dans la mer, etc. Et ça fait, et on a cassé LinkedIn. Et je pense que c'est sincèrement une des premières opérations vraiment de com, de buzz qui a existé, en tout cas à ma connaissance, sur ce réseau social. Donc Rami, aujourd'hui, la communication événementielle, il faut faire le buzz, il faut être dans les réseaux sociaux. On est obligé par ça? Bah, oui, naturellement. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le buzz, il faut que ce soit fondé aussi. Alors, Carrefour, vous faites quoi en événementiel? C'est combien de magasins en France? C'est des milliers? Il y a 12 000 dans le monde? Alors, en France, nous sommes 5600 magasins. Oui. Alors, ça part des plus petits qui s'appellent les magasins Express, City, Contact. Et puis après, ça va vers Market, les hypermarchés, Promo Cash. On a aussi des plateformes digitales, alimentaires, non alimentaires. Donc, on couvre pas mal de terrain en France. Les événements chez Carrefour, c'est vous surfez sur les grands rendez-vous, c'est Noël, c'est la fête des mères. C'est moins le cas chez Célio. Hein. Alors en fait, chez nous, il y a 3 types d'événementiel. Il y a l'événementiel de court terme, c'est-à-dire tous les jours, on dit chaque magasin est un lieu de spectacle avec des catalogues, des offres hebdomadaires. Puis après, il y a le saisonnier, donc le petit saisonnier, la Saint-Valentin, la fête des pères, la rentrée des classes, etc. Et puis après, il y a le grand saisonnier. Là, on parle par exemple du film de Noël, où il n'y a pas que Carrefour, tout l'ensemble de la distribution se positionne avec des films bien travaillés, des messages travaillés à la lettre près, au mot près. Et effectivement, sur ce type d'événement, eh bien, nous, on fait l'essentiel de notre activité. Frédéric Bedin et puis Maxime, la grande distribution, est-ce qu'ils ne pourraient pas en faire plus d'événements sur les magasins? Parce que maintenant, on parle de plus en plus des magasins expérientiels. Vous devez lutter contre les pure players, les Amazon, etc. Est-ce que les agences d'événements n'ont pas une carte à jouer là? Il en a parlé, que Carrefour, c'est un événement chaque jour d'aller dans un magasin. Mais cette semaine, c'est la semaine du goût, qui est organisée par Hopscotch. Il faut que vous sachiez qu'on l'avait monté avec Carrefour il y a, je sais pas, 30 ans, que les changements de direction chez Carrefour ont fait qu'à un moment, quelqu'un a dit c'est le précédent qui l'a inventé, donc on arrête. Mais si vous voulez qu'on recommence, la semaine du goût, c'est 7000 écoles en France qui le font aujourd'hui. Et on avait le pendant dans les hyper Carrefour. Et chiche. Et c'est comme quoi ils savent faire des événements.
Alors justement, il y a une cible qu'il faut toucher, et là où je sens que vous êtes tous un peu démunis, c'est les ados. Et les ados, on a repéré une opération qui a été montée chez Carrefour il y a peu de temps. Regardez ces images. Tu sais quoi, je crois avec le temps et avec l'expérience que c'est bien d'être catégorisé pour les jeunes. Il n'y a pas plus dur public que les jeunes. Les jeunes, ils sont durs, ils ont tout à disposition, ils passent. Moi, je vois mon frère de 15 ans, comment il va vite sur TikTok, c'est eux qui ont le choix. sur Twitter, sur vrai, Twitch. c'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? Ça va tellement C'est vite vrai. que si tu arrives à attraper un petit peu de leur attention, je pense que tu es déjà très très fort. Alors que franchement, c'est pas. Mais les quarantenaires, les cinquantenaires, ils peuvent rester sur Arte pendant 16 minutes, tu vois, à regarder un truc sur comment on épluche les clémentines. Là, tu vois que les jeunes, ils vont à une telle vitesse que si t'as pas les. Tu vois, si tu les attrapes pas tout de suite. C'est limite la cible la plus dure. Pour moi, c'est la cible la plus dure. C'est pour ça que moi, c'est une grande fierté quand on me. C'est un événement que Carrefour a monté. J'aimerais qu'on les applaudisse parce que ça a été super réussi. Donc c'est dans le cadre du Black Friday. Pascal, c'était une opération assez intéressante. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ou pas? Moi, j'ai pas de chiffres, mais en tout cas, c'est une opération. Les marques aujourd'hui, elles veulent toucher les jeunes, donc elles utilisent les moyens de communication qui sont à la fois TikTok, toutes les applications, mais aussi faire appel aux influenceurs de leur génération. Et Jennifer l'a fait et le fait aussi, et utilise de nouveaux médias aussi, puisque notamment Jennifer a lancé un média justement sur TikTok pour être au plus proche de sa cible. Alors, on va y venir sur le média Jennifer, mais sur Carrefour, cette opération-là, on a compris que Carrefour souhaitait rajeunir son image, et vous avez trouvé ce concept. Tu peux nous en dire un peu plus? Et les résultats qui ont été obtenus, c'est quoi? En réalité, on a voulu catégoriser les clients parce que les clients sont nombreux, différents, ils ont des besoins différents. Donc on a réussi à détecter 16 catégories différentes qu'on appelait persona. Donc vous avez persona, le couple sans enfants, vous avez persona, les personnes âgées sans plus avoir donc des enfants à charge. Vous avez persona, l'étudiant entre 18 ans et 22 ans. Donc on a 16 personas, le sportif, le RSE, etc. Et donc cette persona, les jeunes, et puis on voyait que nous, dans notre offre de palette de services, on n'avait pas grand-chose à leur proposer. Contrairement, effectivement, aux 40 ans, 50 ans, on est les plus forts. Donc on a souhaité aller marchander et rappeler cette jeune clientèle. On a réussi, effectivement. Moi, on a appelé les influenceurs. Ils font les courses chez Carrefour, ils postent sur YouTube, ils défendent la marque Carrefour aussi. Mais aussi, on fait des tables rondes mensuelles avec chaque persona, y compris donc les jeunes. Dernier exemple en date, les étudiantes qui n'ont pas les moyens de s'acheter tous les produits dont elles ont besoin, on a convenu avec elles que Carrefour allait financer une partie des produits qu'on utilise pour les périodes menstruelles, etc. Et donc, ce genre de choses a réussi, effectivement, à permettre à Carrefour à repénétrer une jeunesse qu'on a failli perdre. Alors, Sébastien, c'est un peu le positionnement de Jennifer. C'est devenir un média, c'est ça? Un média événementiel. Effectivement, on a une puissance de contact. Quand vous avez 250 magasins leaders en France sur les 10-18 ans, on a 15 points de part de marché sur les 10-15 ans. On a ce point de contact tous les jours. Et donc, naturellement, on côtoie ces clientèles via nos magasins. Et en réalité, quand il y a eu le Covid, tous nos magasins ont fermé. Et on s'est dit, mais en fait, on n'a plus rien à dire. Ouais. Et de là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte? Puisqu'on n'a plus de produits à vendre, on n'a plus rien. On a eu l'idée de lancer un média qui s'appelle Break. Et en fait, c'est devenu une start-up qui aujourd'hui, ils sont 12 personnes, rédacteurs en chef, journalistes. On est en train de faire une levée de fonds. Et on est leader, on est le média leader sur TikTok sur les 10-18 ans. On a plus de 500 000 followers. On vend des campagnes à Dim, à La Redoute, à Aqualand, etc. Avec du brand content. Et ce média, tout cartonne, 500 000 personnes sur ce créneau d'âge 12-18 ans, c'est considérable. Et donc effectivement, toucher cette clientèle, c'est difficile. Et on est arrivé à le faire, donc c'est encore une fois un accident et c'est une chouette histoire. Je vous présente Xavier Dordor, qui est un observateur assez éclairé de ce qui se passe. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'événementiel toujours, ou est-ce que c'est de la com, c'est d'hybride? C'est quoi ton analyse de toutes ces expériences multicanales en fait? Écoute, ça m'indiffère un peu l'appellation. Par contre, pour reprendre Jennifer,
Et il m'est arrivé d'être dans des jurys de prix EFI. Et si ma mémoire est bonne, tu as gagné une année avec ce genre d'opération. Ouais. On a gagné, à grand étonnement de tout le monde, on a gagné le Grand Prix, les filles. Absolument, ah ouais, bravo. Et on était très contents parce qu'on n'est pas annonceur et que les jurys sont de co, etc. Et nous, on met pas un euro dans l'affichage ni la télé. Face à des médias classiques, l'événementiel tel que vous l'avez traité, effectivement, apporte une réelle efficacité. C'est peut-être la meilleure réponse. Oui, la réponse c'est ça. C'est un média événementiel, mais j'ai pas vu d'événements montés par Jennifer avec toutes ces adolescentes, si. Si, on a fait plein d'événements. En fait, en réalité, c'est très ennuyant de vendre juste des vêtements dans un magasin. Oui. Et il faut faire plus dans le monde d'aujourd'hui. Il faut créer de l'imaginaire. Et donc, on a fait plein d'événements assez incroyables. On a fait des meet-up avec des influenceuses. Là, on a fait une opération. On a dit, viens avec ta grand-mère, on te fera la remise de l'âge de ta grand-mère avec une influenceuse qui s'appelle Studio Daniel, qui a 67 ans. Et donc, c'est sympa, ça. Il y a des gens qui ont sorti, sont venus avec leur grand-mère en magasin pour avoir des remises. On a fait un meet-up à Belle et Là, à Studio Daniel. Ouais. Regardez. Et ça, on a fait des rencontres en magasin. On fait vraiment, on essaye. En fait, on est du commerce physique, donc on doit créer de l'événement. Rami, pour séduire cette population, il faut sortir des codes traditionnels. Donc, moi, je dis il faut répondre aux besoins de l'ensemble des clients. Nous, on le voit, par exemple, sur le textile chez Carrefour, qui représente 5% de notre chiffre d'affaires. Donc, 5%, c'est des milliards. Donc, nous, par exemple, on est très fort dans les sous-vêtements, on est très fort dans les vêtements pour enfants et vêtements pour hommes. Donc, c'est là-dessus qu'on joue l'événementiel, c'est là-dessus qu'en fait, on essaie de chercher une clientèle nouvelle. Très bien. Merci pour cette petite introduction. On vous garde avec nous. Alors, l'événementiel, c'est des grandes marques, hein, comme on voit, qui sont en train de se diversifier, s'interroger sur les populations à toucher, à rassembler, qui inventent des nouveaux codes. Mais il y a aussi des organisateurs d'événements particuliers. C'est des gens qui organisent des festivals culturels. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Eh bien, on va en parler tout de suite avec Marie Sabot. On l'applaudit. Donc Marie Sabot, Pascal, c'est la directrice générale du festival Wheel of Green. Entre autres, parce que c'est tout un écosystème qui s'appelle Wheel of, où il y a des festivals, il y a une agence. Enfin, je pense que Marie va nous expliquer un petit peu tout ça. Alors Marie, tout d'abord un commentaire sur ces grandes marques. On n'a pas pu dévoiler tout ce qu'ils font, parce qu'ils en font tellement et qu'on est pris par le temps. Est-ce que ce rapprochement culture, grande marque est possible aujourd'hui avec les territoires, avec des populations communes? Parce que les gens qui viennent à ton festival, je précise qu'ils étaient 13 000 au début, 100 000 festivaliers aujourd'hui. Oui, je crois qu'on a des métiers qui sont parallèles. Moi, je viens à la base du monde du spectacle, puisque on est des producteurs de concerts, d'événements hors sol. C'est-à-dire que j'ai jamais produit des événements dans des salles pour des tourneurs, pour des producteurs assez classiques, Zénith, etc. On a toujours produit chez nous des événements dans des lieux éphémères. Donc forcément, on a ce lien avec l'événementiel qui nous relie par le fait d'être ce qu'on appelle de l'éphémère. Donc la culture de l'éphémère, c'est quelque chose que l'on partage et on crée un moment d'exception entre un public et un événement. Et puis notre modèle économique dans l'écosystème dont parle Pascal, effectivement, il est entre le B2C et le B2B, que vous connaissez tous, où on doit à la fois avoir un métier de producteur, donc prendre un risque, avoir un aléa, qui va être de créer un événement qui soit complexe, ou en l'occurrence maintenant on est à l'extérieur, le festival Wheel of Green il a plus de 10 ans, et on est au Bois de Vincennes, avec toutes les problématiques que l'on a maintenant. Et puis, à côté, on a tout un écosystème d'événementiel de marque où on travaille pour des institutions et pour des marques. Donc c'est ce qui fait la dualité, de notre événement. On m'a dit que c'est un événement très innovant, éco-responsable. Ça veut dire quoi, être éco-responsable dans l'événementiel? Être moderne. Oui, mais c'est-à-dire concrètement connaître notre impact, limiter notre impact. D'accord. Et ça, c'est la population que vous ciblez est sensible à ça?
Elle est sensible à beaucoup de choses. Elle est sensible à avoir des très grosses têtes d'affiche. Je crois qu'on sait tous que l'audience principale, c'est les artistes. Donc, à nous de rassembler des artistes internationaux, nationaux. Cette année, on avait Angèle et PNL, entre autres, dans les grandes têtes d'affiche du festival. Donc, effectivement, c'est un étendard pour des jeunes générations, mais on a eu des artistes aussi spéciaux que Björk, donc du coup on a ces têtes d'affiche, mais aussi dans l'éco-responsabilité, ça veut dire pouvoir créer une ville. Là on accueille une ville où on a 50 000 personnes par jour qui doivent manger, boire, venir, donc c'est ça qu'on maîtrise. Sébastien, tu vas dans ce genre d'événement pour te sourcer, pour prendre la température? Alors j'aimerais beaucoup, mais ma fille de 20 ans m'interdit de venir avec elle. Ouais. Ça c'est souvent le cas. Nathalie? Oui, c'est bon, c'est bon. Allô. Oui, mais moi je rebondis sur ce que dit Madame. Effectivement, voilà, les artistes, je crois qu'on est au creux de l'événementiel, et parce que ce sont des émotions, parce que ce sont des choses qui vous touchent. Et effectivement, on l'a vu avec le Covid, quand tout ça s'est éteint, eh bien, ça nous a beaucoup manqué. Donc ça ne m'étonne absolument pas que vous puissiez rebondir déjà sur des chiffres importants comme ça de festivaliers, alors, bien évidemment. Un secteur en difficulté quand même? Hausse des coûts, et cacher les artistes? C'est un festival qui est en difficulté parce qu'on a un modèle économique qui est très complexe. On a un modèle économique, effectivement. Qui est basé sur la billetterie? Écoutez, cette année, l'apport des partenaires, c'est 3 millions d'euros sur le festival. Donc, c'est près de plus de 25% du CA du festival. Donc, c'est un pilier très fort. Et les marques, ils trouvent place dans le festival et dans nos réseaux sociaux. Donc, on est là pour les accompagner, pour pouvoir être visibles. Tiens, je vais passer la parole à notre acheteur de service, là, Yasser Balaoui, patron des achats. Donc, un petit commentaire sur ce que tu as entendu. D'abord, effectivement, la problématique de marque, moi je travaille pour une coopérative française laitière, donc je n'ose rien dire parce que Carrefour, c'est un de nos C'est combien clients. ton budget achat? C'est combien? En global, je gère 1,3 milliard d'achats. Dont une petite centaine de millions d'euros sur les achats marketing. L'événementiel, tu arrives à l'acheter? Écoute, j'essaie de l'éviter parce que en fait, c'est un des domaines qui est extrêmement compliqué, en tout cas maîtrisé par les achats. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? Ce qui est compliqué, c'est d'apprécier la notion prix-valeur, en fait. Prix-valeur. Voilà, le coût d'une prestation, d'un événement, par rapport à la valeur que ça génère. C'est pas que c'est opaque, mais c'est compliqué. Il y a besoin de vraiment avoir des approches qui permettent de rationaliser en fait quelque chose qui, par définition, est émotionnel et irrationnel. Donc c'est extrêmement compliqué de le faire. Et j'ai même beaucoup de discussions avec nos marketing en interne, que ce soit sur des marques comme Yoplait, avec une target Yop pour les jeunes, par exemple, ou au Candy Up, qui est très orienté, pareil, un segment entre 6 et 10 ans. Donc voilà, toutes ces problématiques-là, d'un point de vue achat. Alors Sébastien veut réagir. Non, mais c'est vrai, en fait... Qu'est-ce qui est difficile dans l'activité événementielle à chiffrer? En fait, une structure normale d'entreprise, avec un DAF normal, il aime avoir un ROI. Et si on veut calculer des ROI, faut laisser tomber. Donc nous, aujourd'hui, on fait des choses, on ne calcule pas les ROI, on crée de l'imaginaire, on crée des choses. Et d'ailleurs, juste une seconde, parce que sur Célio, on a créé, parce qu'on parlait d'événementiel, on a créé un événement qui, je pense, va devenir un événement majeur tous les ans, qu'on a fait en septembre, qui s'appelle la Normal Player Cup physique, où on crée un concours de jeux vidéo avec des streamers. On a fait participer des milliers de jeunes avec une finale, avec un événement, un lieu physique. Et on va en faire un événement annuel. Et on cherche donc des boîtes d'ailleurs d'organisation parce qu'on va en faire un événement de plus en plus gros. Et ça, on ne cherche pas d'ROI là-dessus. Ouais. Rami, on cherche quand même du ROI sur un événement qu'on organise chez Carrefour. Oui, nous on appelle ça l'événementiel héroïste. L'événementiel ROI, ça je ne le connaissais pas. Oui, alors justement, parce qu'on a un très bon DAF, et effectivement, il défend son beefsteak. Ouais. Alors, il y a deux volets dans les sociétés, alors de la grande distribution, mais probablement pas que dans la grande distribution, qui souffrent à chaque fois, ces sociétés, ils ont une tension en termes de résultats. Eh bien, il y a deux volets qui souffrent, l'événementiel et la formation. Alors que ce sont les deux thèmes probablement les plus importants à maintenir et sur lesquels il faudrait même au contraire investir. Oui. Alors le problème c'est que quand la tension budgétaire elle dure plusieurs années, on se retrouve avec des budgets en réduction pendant plusieurs années et sur la formation mais aussi sur l'événementiel et donc là effectivement après on perd en notoriété, on perd en tout ça.
Le problème, en fait, la complexité, je suis tout à fait d'accord avec toi, la complexité, c'est où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce que c'est un budget ouvert ou pas? Et comme les gens de l'événementiel sont plutôt des gens passionnés, et les gens de la comptabilité qui donnent l'argent sont des gens scientifiques et chiffrés, pas passionnés du tout même, on ne se comprend pas. Donc à chaque fois, il faut un arbitrage. Et donc maintenant, moi j'appelle ça héroïste, parce que à un moment donné, s'il faut couper, autant couper ce qui fonctionne le moins que ce qui fonctionne le plus. Frédéric? Ça fait 30 ans que quand un client m'appelle et me dit « Allô, Frédéric, bonjour, je voudrais que Hopscotch m'organise un événement. » Je dis « Chut, dites pas ça au téléphone. Si vous êtes enregistré, vous allez être accusé d'abus de bien social. » Parce que j'ai bien regardé, vous vendez des bagnoles, des médicaments, des yaourts. Il n'y a pas dans l'objet social de votre entreprise de faire des événements. Vous n'êtes ni Disney ni le Cirque du Soleil. Et le ROI, parce que c'est ça le sujet, il commence par poser la bonne question. Est-ce que je veux motiver mes collaborateurs, donner de la valeur à ma marque, créer du trafic dans mes points de vente, de créer de la notoriété pour tel point, etc. Et quand on nous pose cette question-là, l'événement est souvent la technique la plus efficace en com. Oui. Et alors vous ne là, savez pas le vendre alors? Ils ne sont si. pas convaincus. Vous avez Non, mais sauf que si un acheteur nous appelle en disant « Allô, bonjour monsieur, je voudrais un événement », je lui dis « Bah non, moi, votre métier c'est de vendre des yaourts, je ne vous vends pas d'événements, je vais aller en prison. » Alors, en revanche, si vous voulez vendre plus de yaourts, là je peux vous aider. D'accord. Non, vous avez parfaitement raison. L'objet social, c'est de vendre, effectivement, développer la marque. Pour vendre plus de yaourts, il faut communiquer, il faut animer aussi le réseau. Et, la question, c'est par rapport en fait, au contact qu'on a directement avec la manière dont on articule l'événement ou l'activité. Les directions des achats, en général, elles doivent gérer des budgets, ils ont des contraintes. Et en plus, à chaque fois que ça devient compliqué, on a tendance à couper. Le problème, c'est que ce que j'essaie de dire à mes équipes, c'est essayons d'identifier sur quoi on va couper. Et qu'est-ce qui est vraiment créer la valeur et qu'est-ce qu'on doit garder, sanctuariser et le reste. Après, il y a effectivement la question des ROI. Et les héroïstes, effectivement, ça se pose en interne parce que c'est quand même des budgets qui représentent jusqu'à 6-7% du chiffre d'affaires. Quand on fait une marque qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et notre responsabilité, c'est de gérer ça aussi au mieux. Voilà. Alors, il n'y a pas que les directeurs achats, il y a les DSI, directeurs des systèmes d'information. Vous savez, c'est eux qui digitalisent toutes les entreprises. Ils sont en pleine transformation, ces gens-là. Ils ont besoin d'événements. Didier Fleury, qui est le DSI de la Massif. Ex-DSI de la Massif. Et l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat maintenant. Oui, voilà. Ouais. C'est moins sexy que la Massif? C'est différent. C'est le secteur public. Ouais. Tu comprends le discours là, que c'est un peu un dialogue de sourds entre les grands groupes, leurs métiers, les directions achats, les DSI, et puis les gens de festivals qui sont là, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de payer les freelances, etc. Moi, j'ai contourné le sujet en finançant par les sponsors directement, en allant les chercher et faire un événement, un Massif Summit, un Summit IT, puisque c'était de digital dont on parlait, avec un petit budget, on peut en parler du budget, 500 000 euros à peu près. Et donc financé les par les achats, sponsors, ils ne l'ont pas vu. D'accord. Bon, pour que ça marche, il ne faut pas qu'il y ait les achats, donc. C'est mieux, c'est plus rapide. C'est vrai que toutes les boîtes Rami sont obligées de se réunir aujourd'hui. Ça explose l'événementiel. Il y en a partout. Plus un hôtel est disponible, etc. On sent que les gens ont besoin de se rencontrer, ont besoin d'échanger, ont besoin de se transformer. L'intelligence collective, et ça, il n'y a que l'événementiel qui peut faire ça. Donc il faut peut-être trouver des nouveaux curseurs, des nouvelles idées pour que ça marche. Surtout dans les boîtes où les équipes sont importantes. Nous, chez Carrefour en France, on est 150 000 salariés. Donc c'est vrai, créer des événements de rencontres, d'échanges, de salons, etc., ça devient indispensable. On l'a vécu alors on parle de ROI, pendant la période du Covid, on n'a pas eu la possibilité de se réunir, d'échanger autour d'événements, de rencontres. Et puis on a vu le résultat immédiatement. Et donc, non, mais c'est un besoin, c'est une obligation, surtout pour les équipes qui ont du mal à se rencontrer tous les jours. Malgré, maintenant, il faut le dire, il faut le reconnaître, que les réseaux sociaux, les applications WhatsApp, Instagram, etc., donc ça aussi, ça permet de maintenir un certain échange entre les équipes. Donc vous avez compris, messieurs, si vous avez un peu d'argent, Marie Sabot est là pour le récupérer. Voilà.
Mais globalement, en fait, on le voit de beaucoup de marques ont envie aussi d'une festivalisation je dirais, du contenu. C'est beau, ça. On fait appel, je dirais, à la pop culture pour pouvoir mettre l'accent sur la valeur de la marque. On a eu des marques de cosmétiques qui avaient des valeurs plutôt nature et assez fun, nous dire je voudrais un festival à tel endroit de la planète pour un groupe de Happy Few, dont des consommateurs avec des influenceurs, créez-nous ce festival. Donc ça n'est plus un festival en fait, c'est un événement, mais il a l'esthétique du festival, il a le goût du festival, mais ça n'est pas un festival. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire puisqu'on est à la croisée de tous ces chemins. Très bien, j'aimerais qu'on applaudisse Marie Sabot pour ses interventions. Alors, l'événementiel, c'est aussi des villes, c'est des territoires. Donc, avec Pascal Basilier, on va beaucoup en parler, les événements des territoires. Et c'est l'innovation. Et donc, on a une structure parisienne qu'on voulait vous faire découvrir. C'est Paris & Co. Et j'aimerais que Loïc Dosseur, sous vos applaudissements, vienne sur scène. Alors Pascal, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils utilisent l'événementiel sans arrêt, tous les jours, pour permettre à des startups, à des jeunes entrepreneurs de rencontrer des partenaires, des associés, des investisseurs, c'est ça? Bonsoir. Oui, oui. Ouais, ça marche. Bonsoir. Oui, et ça me désespère. Je crois qu'on fait 350 événements par an, mais on n'est pas un acteur de l'événementiel. Mais c'est ça qui est formidable. Mais oui, c'est pour organiser la rencontre. Paris & Co, très rapidement, on est une association. Hein. On a une vocation qui est d'aller chercher de l'innovation partout, de se définir comme générateur de solutions. C'est-à-dire globalement, vous avez tous des problèmes à un moment ou à un autre. Nous, on les transforme en défis. Et puis, on va aller puiser des solutions dans l'univers startup. On en accompagne 500 par an. Et puis, effectivement, on va organiser des grands événements. Enfin, des grands événements. Je me sens tout petit face à Willow Green. Mais pour forcer ces rencontres, et de façon improbable, la plupart du temps, jouer sur la sérendipité de la rencontre. Donc, faire rencontrer les gens hors de leur secteur économique traditionnel. Donc, surtout pas faire des séances comme celle-là. Alors les villes comme Paris, ils ont un intérêt économique parce qu'ils attirent des entrepreneurs. Paris, non. Oui. Paris, en fait, a oublié... Enfin, il y a eu un moment où il a fallu que Paris se réveille. C'était la capitale de l'innovation, vous vous souvenez, c'était au 19e siècle. Puis durant 100 ans, on l'a oublié. Et puis ça s'est un petit peu réveillé à partir de 2010, etc. On a relancé un peu toute la mécanique. C'est cet univers startup qui a provoqué de la lumière. Ça, c'est très bien. Mais en fait, Paris n'a pas de problème d'attractivité en tant que tel. C'est une marque tellement puissante, tellement concentrée qu'effectivement, ça fonctionne. Non, ce dont on a besoin, c'est une capitale généraliste, c'est une capitale globale, c'est de forcer les rencontres entre les secteurs économiques. Nous, c'est ce sur quoi on va s'attacher énormément. Sébastien Bismuth, je sais que tu as été entrepreneur, tu as démarré. C'était dur les débuts? Tu aurais aimé avoir des structures comme ça? J'y ai été, je le suis encore, j'espère. Hein. Ouais. Bien sûr, non mais je ne sais pas quoi dire. Ouais. Enfin, je connais pas bien, mais je ne peux dire que oui. Hein. Ouais. Rami, est-ce que vous devez être très sollicité chez Carrefour pour accompagner ce genre d'événements, de rencontres pour le bien de l'économie? Oui, naturellement, parce que nous, on fait partie des top sociétés en France. Donc, alors, on est sollicité, mais aussi on sollicite également pour multiplier l'échange, les rencontres, etc. Et ravi de faire votre connaissance. Et Carrefour a été un long partenaire durant plusieurs années, n'est plus, malheureusement, dans un job de sourcing, effectivement, comme je revenais, à sourcer de l'innovation, en fait, finalement, venir provoquer le groupe Carrefour dans ses propres défis. On est interextérieur, on est neutre. Oui. C'est magique. Je suis une association, personne ne me possède, je ne possède rien, donc je peux dire plein de bêtises, c'est assez génial. Et donc je peux embêter un grand groupe, le stimuler et aller lui chercher des solutions. Comment tu fais pour faire en sorte que des grands groupes rencontrent des petites structures qui sont à des années-lumière, qui n'ont pas les mêmes process? Yasser, tu connais ça très bien, parce que c'est le gros problème des achats. C'est le problème de la dépendance. C'est quand Sodial ou Heineken ou Danone passent une commande avec une start-up, ils peuvent être rattrapés par la patrouille. Oui, mais enfin, oui, c'est vrai. Enfin, si on suit l'orthodoxie un peu financière, oui. Mais on trouve aussi des solutions parce que autrement, personne ne travaille avec des startups aujourd'hui si on applique bêtement les ratios tels qu'on les a, les critères de dépendance, etc. Non, je pense que la question aujourd'hui, elle est vraiment en passe d'être dépassée. Aujourd'hui, par exemple, j'étais à Lyon avant d'arriver chez vous et on avait organisé une journée d'innovation avec des startups, avec des fournisseurs, des grands groupes, etc., qui sont venus présenter des concepts nouveaux
Et je trouve que cette rencontre, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut sortir du secteur, parce que parfois on a l'impression qu'il faut toujours être dans la même industrie pour produire les meilleures innovations, mais en fait les idées viennent aussi d'un observateur, d'une industrie qui émerge à la marge, qui développe. Et je pense que la digitalisation aujourd'hui aide énormément à provoquer justement cette rencontre, cette friction positive entre marques et industriels, et qui permet d'aboutir à des solutions. Oui, mais il faut que les gens se rencontrent physiquement quand même. Moi, je crois énormément à la rencontre. Enfin, pour Paris Sainte-Co, on a une dizaine de grands lieux à travers Paris et à la Défense. Pour forcer la rencontre, pour effectivement faire que le syndrome de la machine à café fonctionne. Moi, je crois beaucoup au hasard. Il faut forcer les hasards, mais ce soir, il y a plein de rencontres qui vont se faire. Ça va provoquer des intentions, ça va provoquer du business, et ça, on essaie de le faire. Sur la dimension, nous, les acheteurs, effectivement, pardonnez-moi, mais en fait, on essaie de vous fuir parce qu'on sait qu'effectivement, vous ne pouvez pas acheter une solution start-up. Ne le faites pas, c'est une erreur. Il ne faut surtout pas acheter une solution d'une start-up. Si vous êtes passé par une organisation comme Paris Sainte-Co, c'est peut-être une bonne idée parce qu'on va faire le filtre. On reçoit 3000 candidatures, on en accompagne chaque année 500. Sur ces 500, on sait les 100 avec lesquels il va falloir bosser. Marie Sabot. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que, en fait, aujourd'hui même, moi je suis parti d'une organisation, on travaille avec une vingtaine de start-up, mais vraiment des vraies start-up, sur des solutions innovantes, sur le digital et autres. Et moi, je donnais un objectif en 2025 à mes collaborateurs d'avoir pratiquement entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires achat qui soit fait avec des startups. Donc ça veut dire qu'on y croit, ça veut dire que les startups aujourd'hui ont plein d'idées, il y a des solutions qui se développent, qui émergent, etc. Et puis une startup aujourd'hui, dans 5 ans, elle peut devenir... donc rencontrez-vous, il va falloir allons-y, multiplier les rencontres, grands groupes, start-up, entreprises innovantes. Hein, Sébastien et Rami, c'est l'objectif. Pour bouger les lignes en fait. Oui, oui. Une start-up a l'avantage d'être moins chère, a l'avantage d'être agile, flexible, disponible. Maintenant, l'inconvénient de ne pas être connu, et il y a la question de la fiabilité, de la confiance. Donc effectivement, une start-up avec des étoiles, une note bien faite, je pense que oui, il n'y a aucun souci pour les grands groupes maintenant qui sont de plus en plus ouverts. Eh bien, on n'a aucun problème à travailler avec, parce que justement, elles sont plus agiles et surtout beaucoup moins chères. Allez, dernier mot, Sébastien. Moi, je colle pas d'étiquette. En fait, je m'en fous. Start-up, PME, TPE, grande boîte, ETI. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des rencontres avec des hommes, des gens qui ont des idées, et que ça soit une start-up ou une grande boîte. Et j'ai autant envie de travailler avec une grosse structure qu'une start-up. Ça dépend juste des hommes. Voilà, j'aimerais qu'on applaudisse Marie Sabot et Loïc Dosseur. Merci. Une minute. Oui, dernier mot. Juste, je me permets, cette semaine, on conduit un événement qui est invisible, mais qui réunit 20 000 adolescents. J'y pense parce que vous en parliez. Ça s'appelle Option Innovation. C'est 20 000 jeunes de lycée qui sont à la rencontre des métiers de l'innovation dans 400 lieux partout en France. Et je voulais simplement le signaler parce qu'on cherche des partenaires. Merci. Moi, je voulais juste dire qu'à Will of Green, on avait un village innovation qui a rassemblé une 50aine d'entreprises avec Paris & Co qui est jury. Et notamment, pendant plusieurs années, qui nous a accompagnés sur le sujet avec vos équipes. Et qui a mélangé avec des grands groupes et des ONG. Et Pascal Bazillet va en parler dans le magazine événementiel. Et moi, c'est les Men's Week chez Célio. Très bien. Voilà, merci à tous. On continue. Alors... ce parcours qu'on fait, l'événementiel, c'est aussi du sport business. Et oui, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques en France 2024, plus la Coupe du monde de foot qui a lieu dans quelques mois, on est dans un calendrier sport business incroyable. Pour en parler, on a invité le Vice President de Sport5, qui est l'agence leader dans le monde. J'aimerais qu'on applaudisse Benjamin Debliquet. Ça va, Benjamin? Ça va. Ça va, tu t'emmerdes pas trop? Non, c'est bon. C'est bien. Donc Sport5, Pascal, c'est une fusion du groupe Jean-Claude Darmon et coté à la Bourse de Paris, c'est ça, toujours? Vous gardez le micro comme ça ça va plus vite. Ouais, non, plus maintenant. On a été racheté par un fonds d'investissement maintenant, on a le siège social qui est basé en Allemagne. D'accord. Donc l'actualité aujourd'hui, elle est énorme en sport. Comment on fait pour se faire remarquer dans le sport? C'est une question de budget. Est-ce que, par exemple, Jennifer pourrait faire des défilés de mode, par exemple, sur le stade olympique? La première question, c'est comment on se démarque dans le sport. La première question, c'est de répondre à ces enjeux. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'annonceurs dans la salle et que tout le monde se pose le même constat, et on le voit avec Jennifer et Célio, c'est de se dire comment toucher les gens par les médias traditionnels. Et aujourd'hui, on va remarquer que les jeunes, ils consomment moins les médias, que les jeunes, ils sont de plus en plus réfractaires à la publicité, etc., etc. On ne va pas vous faire le speech.
Et aujourd'hui, on ne veut plus de messages de publicitaire très top-down où la marque va vous poser un message, on va dire bah voilà, faites comme ça et achetez mes produits. Aujourd'hui, on veut parler passion et le sport va permettre on va pouvoir communiquer en s'associant au pouvoir émotionnel et médiatique du sport et d'avoir une communication beaucoup plus horizontale où on parlait le même langage avec les consommateurs de demain, on va parler autour d'une passion et on va pouvoir créer un engagement qui est beaucoup plus fort. Ben ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus d'actualité. On a vu un vrai changement depuis le Covid, où effectivement, il y a eu une prise de conscience de beaucoup de directeurs marketing qui, jusqu'à présent, nous disaient bah, « Non, non, moi j'ai mon budget, je suis tout le temps pareil, je vais faire ma télé, mon média, etc. » Et aujourd'hui, de se dire bah, « On veut être disruptif. » On le voit, enfin, un très bel exemple avec Célio, Jennifer, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cette prise de conscience. On voit de plus en plus de nouvelles marques qui viennent dans l'univers du sport. Sébastien. Nous, on a fait un coup incroyable avec Célio et jamais j'aurais pensé qu'on ferait autant de buzz grâce au sport. Alors moi, j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup le tennis. Et aujourd'hui, Célio est sponsor équipementier de Benoît Paire. Benoît Paire... il n'a pas gagné le Grand Chelem. Mais non, mais il a une communauté... Ouais, je suis méchant. Non, mais il a une communauté... Il a une communauté beaucoup plus forte qu'un 20e joueur mondial. Il engage, il raconte une histoire et c'est justement ce mec normal qui pète les plombs sur un match, qui n'avait pas d'équipementier sportif parce qu'il se dit être un joueur du dimanche. Et en fait, tout le monde, en fait, on arrive à se... Comment dire ? Je ne trouve plus mon mot. À travers lui, en tout cas... On se retrouve, voilà. On se retrouve en lui parce qu'en fait, c'est un genre de tennis normal et le sport est un média extraordinaire. Mais effectivement, il ne faut pas utiliser juste des panneaux sur un terrain de foot Donc il faut être inventif. Au milieu de 20 pubs, quoi. Il faut trouver des idées. Il faut trouver des idées, il faut raconter une histoire et il faut être vrai dans ce qu'on raconte. D'accord. Rami. C'est vrai, aujourd'hui, le sport, ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Nous, on a signé un partenariat premium pour les JO 2024 à Paris. Et on y croit à fond pour nos salariés, pour nos clients, parce que c'est vrai, le sport est aussi un message d'inspiration. Alors, on a décidé de ne pas en parler parce qu'il y a un ambassadeur de Carrefour qu'on a invité avec Alexandre Bompard. Il viendra à un prochain live pour nous expliquer la stratégie de Carrefour à travers ce partenariat avec les JO. Tu sens une mobilisation des salariés sur cette idée-là, sur l'idéal olympique ? Alors, c'est sûr qu'il y a une joie que Carrefour, effectivement, soit partenaire premium des JO. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est un peu trop tôt de parler d'une grande mobilisation parce qu'on considère que chaque chose aura lieu en son temps. Alors, mais on a fait quelques démarrages. C'est fabuleux. Alors, Benjamin de Bliquer, les tickets d'entrée pour les JO, c'est pas donné, hein. C'est une question très française toujours, c'est combien ça coûte. Ouais. Alors tu peux nous répondre à cette question simple. Et je préfère répondre à la question combien ça rapporte. Oui. Et effectivement, c'est toujours ça. C'est en fonction des enjeux, on va répondre. Si aujourd'hui je te demande 10 €, je suis pas sûr que tu me les donnes. Si je te dis donne-moi 10 €, je te rançon, je pense qu'on va avoir un deal. Et c'est un peu pareil dans le sport en fait. C'est en fonction des objectifs des marques, on va avoir des enjeux on va pouvoir répondre aux objectifs de manière très premium avec des très bons ROI. Alors après, sur le prix des JO, je ne le donnerai pas et je pense que Rémi ne veut pas qu'on le donne non plus. Mais prenons un exemple d'une équipe cycliste, tu veux des tarifs qu'on accompagne actuellement, qui cherche un co-name. Un co-name d'une équipe cycliste, c'est un investissement, si on est sur du média pur, entre 8 et 15 millions d'euros. Mais en retombée média, on va être sur du 100, 120 millions d'euros de retombée d'équivalent média. Ok. Mais à quoi ça sert de mettre beaucoup d'argent sur les JO ou la Coupe du Monde de foot, alors qu'il y en a certains qui réservent l'esplanade, par exemple, de la Défense et qui sont concurrents. Par exemple, je sais que Nike a fait ça à une époque pour contrer Adidas, et ils ont fait ce qu'on appelle de l'embouche marketing. Ton avis, il faut faire quoi ? Tu vas dire qu'il faut signer les droits et être correct. Il y a plusieurs stratégies. On peut faire des stratégies autour des Jeux Olympiques en faisant une stratégie alternative. D'accord. Après, effectivement, il y a plein de façons. On peut être présent sur les Jeux Olympiques en étant partenaire d'athlètes, par exemple, de fédérations. Après, effectivement, pour des marques, le côté statutaire associé aux Jeux Olympiques va avoir une force beaucoup plus importante. Réaction en salle. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Franck-Éric Lherbert de Brionne. Moi, je suis très étonné de vous entendre parler comme ça, parce que c'est toujours passionnant de voir un professionnel qui... Tu parles de qui, là ? Il n'y a que des professionnels. Non, mais je parle de monsieur, là, parce que c'est lui qui avait la parole. Et dans le sport, il y a quand même une multitude de façons de communiquer. Vous communiquez apparemment très bien. Et, à quoi ça sert le sport ? Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, l'essence même de la présentation du sport et de la façon de le pratiquer, vous la détournez un peu pour une image et non plus pour la performance.
Il y a les deux, mais après, effectivement, le sport est un média comme un autre, faut se l'avouer, c'est une façon de communiquer, et qu'on va pouvoir justement s'en servir au bénéfice des marques. Okay. Donc voilà. Alors moi, je t'ai préparé quelques petites questions. Un défilé de mode Célio sur la pelouse du Parc des Princes avant PSG Manchester City, ça coûte combien? C'est Dior, le sponsor du Paris Saint-Germain. C'est Dior, donc t'es mort. Ils sont pas tout à fait binormaux. Hein. D'accord. Un défilé de mode, je sais que tu as l'AS Saint-Etienne. Sébastien, ça t'intéresse, Saint-Etienne, faire un défilé de mode? Ouais, ça c'est beaucoup plus normal que le PSG. Ouais. Le PSG, j'aime pas trop. Ouais. Ça coûte combien? Le but, c'est pas de mettre des tarifs sur des opérations one-shot. Le but, c'est de construire quelque chose dans l'histoire. Si c'est juste faire une opération, je suis pas sûr qu'on soit gagnant ni l'un ni l'autre. Le but, c'est vraiment de créer une histoire et de faire quelque chose qui puisse marcher ensemble. Passer une soirée avec Neymar et mon équipe, mon staff, ça coûte combien? Sébastien? No comment. Je vais faire une mauvaise blague. D'accord. Je ferai pas la blague non plus. Alors, Yasser Balaoui, quand tu as un dossier comme ça qui arrive sur... quand tu étais chez Heineken ou chez Danone, comment tu achètes le maillot d'une équipe de rugby, de foot, une opération spéciale? Ça doit être le casse-tête quand même, non? Bah écoute, non, parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont traités en amont, qui sont organisés, parce que je sais que par exemple Zidane était à un moment l'ambassadeur de la Danone Cup, c'est-à-dire qui supportait en fait le football dans des pays, en particulier en Afrique. Donc on crée un événement autour de ça. Donc c'est des choses qui sont gérées, je dirais de façon pacifique et qui n'ont pas nécessairement un objectif de mise en avant je dirais pas de la marque directement, mais en tout cas de contribuer à l'image corporate qu'on veut donner à cette activité-là. Donc, j'ai pas de souvenir vraiment d'avoir des tensions particulières sur ce sujet-là. Le plus difficile, ça a été les événementiels, lors par exemple des conventions ou commerciales, etc. Où là, effectivement, on peut discuter d'un certain nombre de sujets, des prestations. Et là, encore une fois, la question de ROI qui était juste pas là. On a compris que le ROI pour toi, c'était. Disons qu'il y a des choses qu'on peut les percevoir, mais quand on rentre dans des sujets techniques, des dossiers techniques et puis des choix, là, effectivement. Parfois, c'était un sujet un peu conflictuel entre les gens du marketing qui veulent à tout prix organiser l'événement au Grand Royal de Ville, par exemple, alors qu'il y a une autre alternative, etc. Enfin, voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est des sujets qui à la fois génèrent de l'émotion, des chiffres, du rationnel, de l'irrationnel, et ça devient compliqué. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des super opportunités dans le sport. Il faut savoir bien négocier. Hein, Rami? Il faut connaître un peu. Oui, naturellement. Et c'est vrai que le sport va aider l'image de la marque, mais aussi la marque va aider aussi le sport avec le financement, le sponsoring, et tout ça, c'est donnant-donnant. Maintenant, l'essentiel doit rester la pureté du sport et les sportifs. Benjamin? En fait, surtout, il faut savoir pourquoi on le fait. C'est vraiment de partir de ces enjeux. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Est-ce qu'on veut faire de la notoriété? Est-ce qu'on veut faire de l'image? Est-ce qu'on veut travailler la marque employeur? Et en fonction de ça, on va trouver la bonne solution de prise de parole. Parce qu'il y a une multitude de sports. Quand je dis sport, on fait aussi de l'entertainment, on fait de la musique, on fait de l'e-sport. Il y a une multitude de prises de parole dans le sport. Il peut y avoir des fédérations, des ligues, des clubs, des événements, des athlètes et des enceintes. Enfin bref, c'est de partir de ces enjeux pour trouver la bonne réponse et la bonne prise de parole associée. Eh bien, on peut applaudir Benjamin Debliquer. Alors, l'événementiel, c'est aussi donc, le sport business, la culture, les événements qui buzzent, etc. Mais c'est aussi des grands salons. Donc, tout le monde connaît le salon de l'agriculture, qui est sans doute celui qui évoque beaucoup de choses dans le grand public. Et il y a aussi le mondial de l'auto. Donc, j'aimerais que Frédéric Bedin, qui s'est lancé dans cette aventure, puisque le groupe of Scotch a pris 50% du mondial de l'auto. Donc, Frédéric, 2 mots d'introduction avant de faire venir sur scène le directeur général du mondial de l'auto. Merci Marc. C'est très simple. En fait, la plateforme française de l'automobile qui possède le salon et qui l'organisait depuis 120 ans a fait un appel d'offres il y a 4 ans en disant il faudrait réenchanter le truc parce que ça diminue, c'est moins drôle, c'est moins sympa. On sent que les gens ont moins de plaisir à y venir. On a gagné cet appel d'offres et on en voulait festivaliser le mondial de l'auto. Et ça, c'était il y a 4 ans. Et puis... il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, on a dû l'annuler. Mais ce qu'on n'a pas vu venir, enfin on le pressentait, c'est qu'en 4 ans, le marché de l'automobile a tellement bougé qu'il n'y a plus besoin de festivaliser, il y a besoin d'organiser un vrai salon avec toutes les innovations.
Et donc voilà. On en parle. Donc ça va être un salon incroyable qui commence lundi. Donc lundi, la semaine prochaine, il faut le noter sur vos agendas. Et on va accueillir sur scène Serge Gachot, le directeur général du Mondial de l'Auto. On l'applaudit. Alors Serge, bonsoir. Alors moi je connais pas votre parcours, Serge, en 2 mots. Vous venez d'où? Vous venez pas de l'événementiel, vous? Oui, c'est bon. Ça marche? Oui. Non, pas du tout. Non. Alors moi, je suis franco-américain et ça aide? Oui, parce que Frédéric voulait pas d'un franco-français. Il est franco-français, lui, ça c'est sûr. Non, mais en fait, moi, j'ai surtout travaillé dans l'industrie automobile. D'accord. Et en dehors de France, pendant 20 ans, avant de travailler avec Frédéric sur le mondial de l'auto, j'ai vécu en Belgique, en Allemagne, au Japon. Alors, j'ai un super PowerPoint, donc vous allez nous le commenter, je vais le passer très vite. Donc ça va se passer à la porte de Versailles. Oui, ça commence lundi prochain. Voilà, 3 halls, donc on est en même temps qu'Équipe Auto, ça c'est bien pour la filière. C'est un salon B2B, ils sont dans les halls 1 et 2, nous on est dans 3, 4 et 6. Et j'en viens, là, les stands sont en train de se monter, ça prend forme. Donc c'est un salon à la fois B2B, B2C, le grand public, mais c'est aussi les professionnels qui se rencontrent. Exactement, nous on est principalement B2C, mais on va avoir beaucoup d'activités B2B. On est une vitrine d'une industrie qu'on trouve très innovante, et notamment du savoir-faire français. Vous êtes en train de passer les slides. Alors on a vu les marques françaises. Il y a quand même des grandes marques internationales qui ne viennent pas. Pour quelle raison? Alors, j'ai entendu parler de ROI, mais c'est parfois des raisons invoquées. Nous, on a tout fait pour que la proposition de valeur soit très intéressante, c'est-à-dire beaucoup moins cher à l'entrée qu'avant. On a réduit les surfaces, réduit la durée de l'événement. On a dit pas de mezzanine, de course à la cathédrale, au stand le plus beau. Et puis, à la sortie, on veut que ce soit vraiment très business expérientiel. Prise de commande, génération de leads, essais. Dans notre écosystème, vous avez parlé du digital, c'est vrai que le Covid a montré l'importance du digital, mais aussi ses limites. Dans notre écosystème, on doit voir, toucher, s'asseoir dans une voiture, essayer. C'est que 2% des ventes aujourd'hui. Alors, une révolution depuis 4 ans, c'est le nouveau monde électrique. Oui. Donc, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui ne sont pas connus. Non. Ouais. Non. Donc, c'est quoi? C'est des marques... Alors, il y a des marques asiatiques, américaines. Oui. Les Français ont pris le virage aussi, bien sûr. Hein. Il y a des Chinois aussi. Il y a des Chinois, mais des Chinois. Enfin, vous venez de passer là. Si je prends l'exemple de BYD là sur slide d'avant, c'est près de 200 000 ventes par mois en Chine. Juste BYD, hein, c'est plus que tout le marché français réuni. Donc, on est ravis d'avoir ces nouveaux acteurs au mondial de l'auto. Voilà. Et des mini voitures électriques. Oui. Alors quand est-ce qu'ils vont installer des bornes un peu partout? C'est une vraie révolution. On a 10 marques de microcars électriques. Très intéressant pour Paris, mais aussi pour des villages, sur des îles, tout électrique, et dont certaines qu'on peut conduire sans permis. Alors on n'est pas seulement dans la bagnole, on est aussi sur des écosystèmes maintenant, parce qu'il faut qu'il y ait tout fonctionne. Pour les recharges. Oui, pour l'automobile c'est un peu compliqué. Là, il est un peu perdu avec tous ces bouleversements, donc il a besoin de comprendre. Il se pose beaucoup de questions. Nous, on va répondre à toutes ces questions, notamment sur cet espace. Et effectivement, on aura tout l'écosystème de bornes, de solutions de recharge, de fournisseurs d'énergie, même de batteries. La mobilité professionnelle chez Carrefour, chez Célio, c'est des sujets d'actualité pour vous? C'est-à-dire, chez nous, on est déjà à 25 magasins équipés sur le parking de bornes électriques pour permettre aux clients de venir, pendant le temps de faire les courses, charger leur voiture électrique. Et notre objectif est d'avoir la totalité des magasins d'ici 4 ans. D'accord. Jennifer, un peu moins? Non, moi je roule en Citroën Ami électrique, donc je suis concerné. Oh, c'est bien. Banque des territoires, donc bon. Oui, on a des startups, notamment de la Banque des territoires. Oui, on aura une 60aine de startups. Alors, je vous en prie. Oui, non, vas-y. Donc les startups. Révolution hydrogène, ça fait partie. Vous avez parlé de l'électrique, il y a aussi l'hydrogène. On va être le premier salon B2C où on va vraiment parler d'hydrogène comme une alternative intéressante, notamment sur cet espace où vous avez sur la gauche les véhicules utilitaires légers et même un poids lourd électrique. Et puis au fond, ce sera l'équivalent en hydrogène. Et puis on a aussi 2 nouveaux constructeurs français. Ça, c'est incroyable. Un Opium avec un H et Namix. 2 nouveaux constructeurs de voitures à hydrogène, dont l'un va construire une usine à côté de Vernon en 2024. Alors, Yasser Balaoui, les achats, les flottes automobiles, maintenant, elles vont être à hydrogène. Vous allez imposer ce genre de... Aujourd'hui, on commence à convertir
les véhicules de fonction et les véhicules pour les commerciaux. Et aujourd'hui, on a quasiment 15% de notre parc qui est déjà électrique. Après, sur les activités logistiques, transport, etc., on a des solutions aujourd'hui qui sont de biocarburant et on convertit beaucoup de nos transports en activité. Vous êtes à fond là-dedans? Oui, on est à fond là-dedans et je pense que on a une ambition de réduction de notre empreinte carbone de 25% à l'horizon 2025. Donc on y va, on y croit et c'est l'avenir. Serge Gachot, donc on est en plein là-dedans. Donc il y a des grands groupes qui viennent refaire leur flotte automobile. Oui. De toute façon, bon, ça aussi c'est le nouveau monde de l'automobile. On est de moins en moins propriétaires, de plus en plus utilisateurs, et pas que dans le B2B, aussi dans le B2C pour les clients particuliers. Donc il y a plein de solutions hyper intéressantes de leasing, de location courte, moyenne, longue durée, même de l'abonnement. On peut, comme Netflix, on peut s'abonner. C'est très raisonnable. En fait, l'accessibilité, c'est un point clé qui sera adressé au mondial de l'auto. Et avec l'inflation, etc., c'est encore plus d'actualité, effectivement. Nouveaux acteurs de l'automobile, de l'automobilité. Donc ça veut dire quoi? C'est des nouveaux services, des plateformes qui arrivent? Nous, on est centré sur l'automobile déjà, et effectivement, c'est des plateformes très digitales de services, de produits, d'accessibilité. Alors, on a des acteurs, alors vous allez hyper vite, mais bon, là, c'est un grand groupe de distribution. Oui, pardon, alors là, c'est le Crédit Agricole, nouvelle entité qui vont lancer lundi, Crédit Agricole Mobilité. Vous voyez qu'il y a 5 marques différentes sur le stand du Crédit Agricole. Voilà, c'est très intéressant avec les différentes marques du groupe. Cosmobilis, celui d'après, ça c'est un grand groupe de distribution. Une voiture, vous voyez, abonnez-vous, donc pour montrer l'utilisation. Derrière, ça va être un camion atelier qui va montrer le service à domicile ou au bureau chez les gens pour dépanner. Bon, et toute leur plateforme de service, la bonne voiture au bon moment, et avec beaucoup de solutions, et notamment, comme je l'ai dit, d'accessibilité. Ça, c'est de l'abonnement, très intéressant. C'est pas cher du tout, tout compris, 220 € par mois, et on peut se désengager au bout de 3 mois. Alors comment on fait pour mettre en scène un salon comme ça, Frédéric Bezin? Je pense que c'est le boulot d'Hopscotch, ça, non? D'événementialiser. Mais là c'est un salon, et je vais dire, c'est les produits qui vont événementialiser, parce que il y a 124 ans, pour le premier salon, il y avait plus de modèles de voitures électriques que de modèles de voitures thermiques. Et les gens ne le savent pas. Et l'automobile à essence a gagné la bataille, notamment grâce au lobbying de la Standard Oil et de Rockefeller. Et puis les technologies électriques n'ont pas su bien se distribuer. Et là, on a l'impression que le marché est en train de nouveau balbutier. Et ça va être passionnant de se promener dans les allées, parce qu'on va voir des voitures électriques, quelques voitures thermiques encore, des voitures à hydrogène, essayer de comprendre comment ça marche. Et même une voiture solaire, c'est la nouvelle du jour. D'accord, donc ça c'est de l'événementiel toujours? Ben oui, bien sûr, un salon c'est de l'événementiel. On a parlé des valeurs de la rencontre, on a parlé du business qui se fait, du désir. Quand on va se balader, on a tous été se promener au salon de l'auto avec nos parents quand on était enfants. Sincèrement, ça faisait kiffer. Et là, je pense que tout le monde, en se promenant dans le salon de l'auto, va retrouver un peu ce plaisir de ne pas être simplement dans une grande concession géante avec toutes les voitures qu'on connaît déjà, rangées les unes à côté des autres. C'est quoi le budget? À peu près 20 millions d'euros à peu près. Combien? 20 millions d'euros à peu près. 20 millions d'euros, c'est un sacré risque là, dis donc. Oui, mais c'est en passe d'être réussi. Vous allez équilibrer? Oui, j'espère qu'on va gagner. Et sur la partie, ça dépendra du nombre de visiteurs. Je vous encourage à acheter des tickets. Mais sur le digital, ce qui est très intéressant, pour montrer que l'automobile, ça passionne encore les gens. Sur les 4 dernières semaines glissantes, on a eu 2 millions de visiteurs sur notre site, avec des gens qui sont restés 10 minutes en moyenne. Ça vous donne une idée. Et là, les gens qui achètent, il y en a 1 sur 2 qui en opt-in nous dit qu'il est prêt à recevoir des informations sur les nouveaux modèles qui vont sortir dans l'année. Sébastien, là encore une fois, la rencontre, l'événementiel est fondamental pour s'initier à tout ce nouveau monde qui est en train d'arriver. Je ne vais pas répondre à ta question, j'ai parlé d'autre chose. Je sais, de toute façon, les questions n'intéressent personne. Non, nous en fait, chez Célio, on a un partenaire, donc vous avez dit dans le sport, on a Benoît Paire, mais dans l'automobile, on a un influenceur qui est incroyable, qui a des millions d'abonnés, qui s'appelle GMK, et on vient de signer avec lui, on va faire pas mal d'événements sur l'automobile, et par exemple, vous voyez, on va faire de l'événement avec lui, on va faire venir une voiture en magasin, on va la faire découvrir dans le magasin, on va, au lieu de faire la fête des pères, on va faire la caisse des pères, on va te faire gagner une voiture pour la fête des pères et avec un meet-up dans le magasin. Donc l'événement, l'automobile, le sport, avec le retail textile, aujourd'hui, c'est complètement relié.
et c'est passionnant. Et avec le commerce alimentaire aussi? Alors, chez nous, on a Carrefour Location, vous le savez probablement, et on a commencé à louer maintenant des voitures électriques à 59 €. Vous êtes exposant du salon, non? Alors, on n'est pas exposant, mais à titre personnel, moi j'adore les salons de l'automobile depuis très longtemps. Mais en parlant des salons en général, effectivement, depuis 2 ans, j'ai mis en place un salon de l'alimentaire. Donc c'est au Bourget, et l'année prochaine, on va le faire pas très loin du Bourget. Effectivement, ça permet à l'ensemble des 4000 magasins de venir se rencontrer, voir les produits, découvrir les innovations. Et c'est vrai que ces moments de rencontre et d'échange, avec aussi une partie amphithéâtre, donc tout ça c'est hyper utile dans la vie d'une entreprise. Serge Gachot, Netflix, pourquoi? Justement, l'ADN de l'automobile, c'est le monde de l'automobile de demain, donc ça c'est ce qu'on montre, mais c'est aussi la fête de l'automobile. Alors là, on a une collection dingue de Ferrari, et on aura notamment, alors Netflix, vous me posez la question, oui, Balles perdues, qui est une des séries qui a le mieux marché en dehors des États-Unis, ils lancent la saison 2 de Balles perdues au Mondial de l'Auto. C'est fou, enfin, on n'a même pas eu le droit de montrer leur stand d'ailleurs, parce que c'est une avant-première. Donc on a Netflix, on a aussi d'autres acteurs. Villebrequin, vous parliez d'influenceurs. Alors eux, pour le coup, c'est 2-3 millions de followers sur YouTube, Instagram. Ils viennent avec un stand de 540 mètres carrés, des influenceurs. Ils trouvent l'argent où Ils ont des sponsors, ils ont des communautés. Non, mais vous savez ce qui s'est passé, hein, ils avaient la Multipla, la Multipla, voilà, ils ont eu plus d'1 million d'euros pour la transformer complètement. Ils vont la présenter au Mondial de l'Auto. Il y aura une Pagani sur leur stand et beaucoup d'autres surprises. Alors, nouveauté aussi, karting électrique. On va pouvoir s'amuser à Porte de Versailles. Exactement. C'est pas un peu risqué, non? Ça va faire du bruit, non? Non, c'est pas risqué. Ils sont électriques, donc ça fait, ça fait rien à bruit. voir. Rien à voir. Ouais. Très bien. En tout cas, on va l'applaudir. Bravo à Serge Gachot et Frédéric Bedin pour cette belle histoire qui commence. Alors, pour terminer cette soirée, je voulais terminer sur l'aspect humain, parce que l'événementiel, c'est aussi une filière de gens qui travaillent, et qui travaillent dans des conditions souvent difficiles pour installer la lumière, le son, les traiteurs, dans des hangars, dans des espaces qui sont souvent pas chauffés, etc. Eh bien, pour en parler, regardez ces images. C'était en plein Covid, et j'aimerais que Nathalie Capdevielle vienne s'installer sur scène. On regarde les images. Du remous aussi du côté du monde de la culture, de l'événementiel, du sport et des cafés, restaurants. Tous ces professionnels obligés d'arrêter leur activité avec le 2e confinement ne se sentent pas assez soutenus. Il y avait un appel à manifester sur la place du Capitole. Je m'attendais à quelques pancartes et j'ai en fait assisté à un happening géant, un happening pour signifier l'enterrement programmé du petit commerce selon lui. On va parler aussi de ces commerçants qui sont en colère un peu partout depuis plus d'une semaine. Et c'est le cas à Toulouse. Donc c'est Nathalie Capdevielle qui a inventé cette opération. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort parce qu'il fallait avoir l'idée. Donc là, c'est une opération qui a permis d'obtenir beaucoup de retombées dans les médias. Oui. Hein? C'était le moment où les filières non essentielles, dont j'ai entendu un petit peu toutes ces personnes-là disparaissaient. Et au fond, on parlait d'événementiel, et je crois que l'événementiel s'est tout d'un coup mis de façon incroyable au service de toutes ces filières qui en avaient besoin pour dire, voilà, c'était une revendication, et on a fait appel à nous, à l'événementiel, pour dire, voilà, on veut revendiquer, mais on ne va pas faire quelque chose, oui, dans la rue, oui, ouais. On n'est pas content, on est en train de mourir, etc. Effectivement, tout ça, tout le monde le savait, ce qui était important, parce qu'on avait besoin de faire l'effet waouh. Et, ouais. Et ça, c'est ma façon de travailler dans l'événementiel, l'effet waouh. Pas un événement pour faire un événement de plus, mais celui que vous allez me confier, à la fin, on fait waouh, parce que vous avez des invités, et ce qui est important, à la fin,
hein, c'est que quand les gens viennent vous voir, vous sentez dans leur cœur, dans cette émotion, qu'ils vous remercient d'avoir passé mais plus qu'un excellent moment. Si vous disent oui, mais c'était bien, hein, merci. Alors là, moi, j'ai vraiment pas fait mon boulot, et c'est comme ça que j'entrevois ça. Alors ça, effectivement, c'était ma plus belle production, peut-être. Voilà, donc c'est aussi une agence d'événements sur Toulouse. Tu vas t'installer sur Paris, ou c'est déjà fait? Ouais. Alors, voilà. Les artistes aujourd'hui, c'est difficile pour eux parce qu'on a été aidés, les agences d'événements ont été aidées par le gouvernement. En revanche, on l'a fait pour d'ailleurs. Hein. J'ai Maxime Hernandez qui est le président de freelance de l'événementiel.com. Salut Maxime. Oui, il ne peut pas ouvrir tous les micros en même temps. Maxime, un commentaire sur cette opération et sur ce qu'ont vécu toutes les filières, tous les professionnels de l'événementiel pendant ces 2 ans. C'est vrai que la filière, ça a été très difficile pour tous les freelances, pour les gens qui sont justement là pour résoudre les problèmes de masse salariale. Quand on doit avoir plus de masse salariale, quand il y en a moins, on se doute que ça va être nous la quantité négligeable. Ça n'a pas été le cas, parce que les agences ont souffert autant que nous pendant cette période, c'est sûr. Et nous, on a transformé ça comme une sorte d'opportunité aussi, parce que pour la première fois, les freelances ont eu du temps dans leur planning, ce qui n'arrive pas souvent, et qui nous a permis justement de créer quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse améliorer notre quotidien au retour de l'activité. Ce genre d'événement met en lumière aussi le travail justement de tous les membres et de tous les freelances qui travaillent sur ce secteur. Alors, Frédéric Bedin, en tant que patron d'agence d'événements, il paraît que les freelances, il y en a de moins en moins. Ils ont changé de métier pendant le Covid. Il n'y a pas une pénurie de personnel en ce moment qu'on est en train de vivre? Ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, on a dit à tout le monde n'allez pas dans l'événementiel, il n'y a pas de travail, puisque c'était vrai. Et il y en avait moins. Donc on a 2 classes d'âge qui ne sont pas rentrées dans le métier. Et en revanche, il y en a qui en sont sortis. Du coup, il y a un petit manque. Et c'est vrai qu'on est bien content d'avoir Maxime. En ce moment, il est chez Hopscotch, je peux vous dire. Et on est bien content de l'avoir. Reste. Et parce qu'on a besoin des freelances. On a besoin aussi de former du monde dans tout le secteur. Mais ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir, c'est qu'il y a quand même de la désirabilité. Notre secteur attire. Et il y a des jeunes qui commencent à revenir. Donc on voit qu'on commence à avoir des jeunes en alternance qui demandent des stages et qui commencent à venir faire des alternances dans les agences. C'est ceux qui ont commencé leurs études il y a 3 ans. Donc donc j'encourage tout le monde à les prendre. Okay. Marc, je veux bien dire un mot en plus. Oui. Pour être très présent dans les écoles également sur des formations événementielles, aujourd'hui c'est une des filières qui est les plus demandées dans les écoles de commerce. Oui. Chez le groupe INSEC, chez le groupe Ionis, etc. C'est des écoles qui se forment et des classes supplémentaires tous les ans. Ils en ont plus de 5 maintenant sur de pub. Il y en a, je sais pas, vingtaine de formations à Paris. Et le niveau monte. C'est des jeunes qui parlent vachement mieux anglais, qui ont une culture générale sur l'entreprise en général et tous les besoins de la communication qui est bien supérieure à ce que c'était il y a 10 ans. Marie Sabot. J'ai l'impression qu'effectivement, on a des grands professionnels qui arrivent du côté du marketing, de l'événementiel, etc. Après, on a une problématique technique qui est plus lourde, dans la mesure où les gros DIRTech, DIRPROD, vraiment qui arrivent à naviguer entre le grand public et l'événementiel, il n'y en a pas beaucoup. Et des gens qui arrivent à naviguer entre des grosses tournées d'artistes et du domaine public, là, je crois qu'on n'a pas encore de filière, de formation. C'est souvent des gens qui ont commencé par tirer du câble et qui finissent maintenant en produisant des shows. Et là-dessus, je pense qu'on n'a pas encore vraiment On a des écoles comme Issoudun, etc. Et le fait de pouvoir être formé sur le tas, comme nos générations ont été formées, ça n'est plus valable. Et je pense qu'on a une problématique de gap. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc on a le patron d'une société technique, là. Vas-y, et puis ensuite je vais vous le présenter. Non, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que le métier s'est polarisé sur certaines personnalités qui sont restées, tout à fait, et qui sont devenues des professionnels encore plus demandés, donc encore plus chers. Mais la réalité, c'est que le secteur de la formation s'est quand même adapté. Moi, aujourd'hui, je vois qu'on est extrêmement sollicité, aussi bien d'un point de vue personnel que par l'association, pour avoir des intervenants professionnels dans les écoles. Et donc, de plus en plus, ils sont sur quelque chose de concret, ils veulent qu'on leur apprenne la production, qu'on leur apprenne des bases techniques, qu'on leur apprenne des choses qui sont très terre à terre pour justement faire des futurs professionnels qui sont maintenant très demandés par les agences et les annonceurs. Alors, on a le président dans la salle, là, au premier rang, de la société Eurydice, qui est une boîte de son lumière. Il est juste là. C'est notre ami Hugues de l'Astic. Salut Hugues. Un commentaire sur ce que tu as entendu ? Peut-être pour rebondir sur les remarques pertinentes des uns et des autres sur la problématique du recrutement aujourd'hui dans les profils techniques et intermittents, c'est vrai qu'on a constaté après 18 mois de pandémie qu'entre 12 et 18% des intermittents
avaient quitté ce métier pour des raisons personnelles, pour des bilans de compétences, pour changer complètement de métier. Et donc, on est aujourd'hui sur une recherche de profil avec je dirais des nouveaux candidats qui sont plus jeunes, qu'il faut former. Et c'est là où on a une démarche vraiment RSE, c'est-à-dire vraiment responsable et sociétale, d'accompagner ces jeunes à travers l'apprentissage, à travers les contrats de qualification. Donc ça, c'est un grand enjeu qu'on vit. Et c'est un enjeu capital pour l'avenir parce que... Chez les retailers, c'est un peu pareil. Sébastien et Rami, vous avez du mal à trouver des vendeurs formés, etc., non ? Alors, c'est sûr que la pénurie se confirme de candidatures. Alors, même si pour nous, ça reste quand même, ça se mesure à des centaines de milliers de candidatures chaque année, mais c'est beaucoup moins que les années précédentes. Mais surtout aussi, ce qu'on constate, c'est la qualité des candidatures et la fiabilité des réponses. D'ailleurs, on peut faire des entretiens, ils disent des entretiens plus que de recrutement maintenant, de conviction, de séduction pour vous dire venez chez nous, mais on se donne rendez-vous le lundi à 6h du matin et puis il y en a... Tous ne viennent pas... à 6h. Voilà, donc, à 10h, ils viennent. C'est le métier. Donc, en fait, il y a le nombre, mais aussi la qualité des candidatures. Mais je pense que c'est l'événementiel, mais pas que. C'est peut-être un peu général. Sébastien, c'est un problème de génération ? Pardon. Cette pénurie, est-ce que les jeunes, aujourd'hui, ils ne nous envoient pas un signal en disant on ne veut pas bosser comme ce que vous nous proposez, on veut autre chose ? Je ne sais pas, hein, c'est une question, je peux me tromper. Non, mais je ne sais pas, je pense que tout le monde veut démarrer dans la vie. Et on a aujourd'hui des métiers dans le retail, effectivement, de vendeuses, et on peut faire évoluer et être responsable de magasin, animer une équipe, animer un PNL, animer un compte d'exploitation, aider des clients conséquents. Non, ça reste, je pense, un métier passionnant. Rami ? Je ne pense pas sincèrement que ce soit générationnel. Maintenant, quand on a 20 ans et on a commencé à travailler à 18 ans et les 2 années professionnelles que nous avons dans notre CV, ce sont les 2 années de Covid, c'est sûr, on nous a interdit de sortir, etc. C'est sûr que ce n'est pas évident, l'être humain, ce n'est pas un robot, ce n'est pas une machine, un bouton à appuyer. Donc, quand on a 25 ans, il y a 30% de notre expérience professionnelle qui était sous le Covid. Donc, effectivement, il faut disrupter le modèle et puis il faut traiter les choses différemment. Mais ce n'est pas un problème générationnel, à mon avis. Donc, en tout cas, ce sujet sur les freelances dans l'événementiel, on va vraiment tenir compte. Frédéric ? Non, moi je suis très optimiste, je suis d'accord, c'est pas du tout générationnel. Et les vieux qui disent les jeunes n'ont pas envie de travailler, ils sont vraiment ringards. Je pense qu'il y a quand même un peu de générationnel parce qu'aujourd'hui, en fait, post-Covid, il y a des aspirations nouvelles qui émergent. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont des attentes de qualité, de la marque employeur, ils cherchent une entreprise, ils cherchent un projet, ils cherchent un équilibre. Et je pense que on voit de plus en plus sur les diplômés, les Bac plus 4, Bac plus 5, plus une recherche, une sélection de l'emploi qu'on n'avait pas auparavant, liée effectivement à ce que j'appellerais moi le besoin de sens, de reconnaissance, de reward, d'accompagnement et d'équilibre par rapport à ce que tu faisais avant, quoi. Donc je pense qu'il y a, vous entendez la petite musique, il va falloir conclure. Vas-y, Hugues. Pour conclure, après ce que disait Rami, entre autres, je pense que l'avenir est vraiment prometteur pour le secteur de l'événementiel et des talents. Talents qui nous attendent et qui vont se présenter sur le marché. C'est plus des jeunes qui sont uniquement des cadreurs, des électros, des ingénieurs du son, mais c'est aussi des geeks. Et c'est des gens qui sont très digitales, qui sont complètement tournés vers l'avenir, vers la nouvelle techno. Et ça, je pense que ça va valoriser le marché et ça va rendre nos futurs événements plein de qualité et d'innovation. Didier Fleury, les DSI, vous cherchez des codeurs partout là en ce moment, c'est pareil ? Ah ouais, je te confirme qu'il y a une pénurie. Ouais. Clairement, mais ça fait 30 ans que ça dure, donc nous, c'est pas très nouveau chez vous. C'est pas très conjoncturel. Très bien. Rami, oui, un dernier mot. Rami, est-ce que le monde de l'événementiel, est-ce que tu le connais un peu mieux après cette soirée qu'on a passée ensemble ? Naturellement. Oui. Merci de l'invitation et surtout, encore une fois, félicitations et bravo. Sébastien, qu'est-ce que tu as retenu de ce soir ? Non, mais moi, ce que j'aime, c'est rêver.
Et je trouve que cet univers fait rêver. En écoutant monsieur sur le mondial de l'automobile, moi je trouve ça juste, ça m'a fait rêver, quoi. Et donc créer de l'événement, donner du rêve, je pense que c'est un métier juste extraordinaire. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'aimerais qu'on les applaudisse tous avoir accompagné dans ce live. Alors, le prochain live aura lieu ici le 14 novembre avec plein de surprises. Donc inscrivez-vous, on a refusé 300 personnes ce soir, donc on va peut-être changer de salle. En tout cas, on y réfléchit. Et puis, je voulais vous parler de la nuit de l'événementiel, parce que là, on fait un carton. C'est le lundi 13 février au Théâtre Mogador. On attend 1500 personnes dans 4 catégories. Donc, il faut vous inscrire. Il y a la catégorie 1 qui concerne les marques et les entreprises. Donc tous les projets de marque événementiels, c'est là-dedans qu'il faut concourir. Catégorie 2, c'est les villes et territoires, parce qu'il y a plein d'événements entre la Vendée pour le Vendée Globe Challenge, le triathlon de Nice, etc. Ils font plein d'événements. D'ailleurs, on va connoter le prochain live sur les territoires. Troisième catégorie, ce sont les agences. Et on a vu qu'elles étaient super créatives, agences et organisateurs. Et quatrième catégorie, c'est les prestataires innovants. Alors là, que ce soit en son, en lumière, en traiteur, etc., il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On a constitué un jury de dingue. Regardez ceux qui ont déjà confirmé leur présence. Tout d'abord, le directeur général du groupe AEMA. Donc, il est patron de Massif, Aesio Mutuel, Abeille Assurance. Lui, il fait énormément d'événements pour justement mobiliser les troupes, pour transformer son groupe. Le patron de Orpi. Orpi, c'est le premier réseau immobilier français. Ils font énormément d'événements pour stimuler leurs agences. Il sera avec nous. 2 leaders dans la restauration rapide que Sébastien connaît bien. Jérôme Tafani, vice-président de Burger King et directeur général de Quick. Donc ça va être très marrant de les opposer ou de les mettre ensemble sur la même scène parce qu'ils auront sans doute des choses à nous confier. Nous avons également le patron du printemps, la partie opérationnelle, directeur général de Yves Rocher, donc ce sera les événements durables, etc. Donc ils ont tous confirmé leur présence. Patronne, vice-présidente du marketing chez Ralph Lauren, grande marque, tout le monde connaît. Co-président du groupe Etam, qui était là la dernière fois, qui fait beaucoup de défilés sur les métaverses notamment. Et puis Renaud Ahmed, des acteurs du secteur, le patron de l'Unimev. Et puis Richard Attias, qui est un vieux copain, qui entre 2 vols entre l'Arabie Saoudite, New York, qui s'arrêtera, qui atterrira au Théâtre Mogador. Et puis, j'aimerais bien que vous deux, vous fassiez partie de ce jury. Alors, vous êtes devant tout le monde, vous êtes d'accord ou pas? Ah non, moi je veux un truc audible. C'est quelle date? 13 février. 13 février? Oui. Alors, on s'y prend longtemps à l'avance. On en reparle. Ça, en général, ça sent mauvais. Ça dépend du cachet, quoi. Voilà, merci à tous. Merci aux équipes du Lab l'événementiel. Le cocktail est ouvert et à bientôt.